Ouais. C'est pas pareil quand il y a du monde comme ça. Chanter un peu pour se détendre. Allez. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Je viens de chanter un mantra. Ce mantra m'a été enseigné chez les Vaishnavas, les hindous. Ça, ce sont des kartals. Ce mantra a plusieurs particularités que vous venez d'entendre. J'ai chanté la même chose. Je l'ai répété et sur 2 mélodies différentes. On peut le faire sous des rythmes différents. George Harrison en témoigne. Il en a lui-même chanté pendant 24 heures d'affilée. Et moi-même avec des amis pendant 48 heures. On rentre en transe. Voilà. Mais je ne vais pas vous parler de religion pour vous entrer dans une religion. Dans notre vie, on a plein de mantras. Il y a des mantras qu'on veut et il y a des mantras qu'on vit. Oui, il faut en venir. Alors, on va en tester un si vous voulez bien. Vous connaissez, je te tiens, tu me tiens par la barbichette. D'accord. On va faire je t'emploie, tu m'emploies avec le pôle emploi. Le premier de nous deux au chômage sera un cassos. Vous êtes prêts? Allez, je vais prendre un cobaye, viens. Si tu veux. Oh là là, ça c'est magnifique. Ah, regarde, moi j'ai rien. On y va. Vous aussi, vous prenez un collègue. Je t'emploie, tu m'emploies avec Pôle emploi. Le premier de nous deux au chômage sera un cassos. C'est un mantra, les amis. C'est un mantra qui rend dépressif plein de gens. C'est un mantra qui rend fou plein de gens. Celui qui dit je t'emploie, il cherche des employés. En ce moment, il stresse. Il n'en trouve pas. Plus personne ne veut travailler. Les gens ont peur. Les gens ne veulent plus. Il dit que c'est parce que les gens sont trop confortables et qu'ils ont trop de RSA, trop de choses, etc. Mais peut-être les temps sont en train de changer. Et de l'autre côté, il y a les personnes qui n'ont pas d'emploi. Et eux, ils cherchent. D'institution en institution, de Pôle emploi en Cap emploi, d'ici à là. Parfois on leur répond, souvent on leur répond pas. Le mantra continue, il nous enivre. Et quelque part, il nous rend fous, il nous rend malades. Mais on s'en rend pas compte. Eh bien, j'ai vécu un mantra un jour, c'était à la frontière espagnole. À l'époque, je travaillais dans une entreprise familiale basque. Et pour la première fois de ma vie, on m'emmène dans une corrida. Et là, je ne sais pas ce que c'est. Donc je demande à mon voisin. Oh, mais tu sais pas ce que c'est une honte. Depuis des générations, on fait ça. Et il me raconte comment c'est né. Il me dit, à l'époque, au tout début, le souverain, il choisissait un homme, un matatoros, pour mater un taureau devant le public. Et il se faisait aider par des picadores qui étaient ses associés. N'est-ce pas? Et ensemble, on a un mantra qui est Ohé! Encore un coup. Ohé! Et donc, le noble sur son cheval, on parle des premiers corridas. Hein. Aujourd'hui, c'est un peu moins violent, il y a moins de sang. Mais les rapports de domination sont les mêmes. On les a perdus de vue. C'est le noble qui est monté sur le cheval. Il a son épée. Il est là pour tuer.
c'est lui le matador, c'est lui qui mate. Et il arrive, mais avant d'y aller, il faut qu'il fatigue la bête. Donc ses associés arrivent. Et il le plante comme ça, et les gens disent « Ouais !» Et un coup, 2 coups, 3 coups, l'animal est à terre. Eh bien, qui se rend compte de la chose qui est en train de se passer pour la bête? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, ce que je sais, c'est que de mon expérience, quand j'étais dans cet environnement, j'ai fait olé olé comme tout le monde. Je ne me suis pas levé, je ne suis pas parti, je n'ai pas dit là, il y a un truc bizarre qui se passe, je ne suis pas d'accord, on s'en va quoi. On s'en va, toi tu es salarié, moi je suis salarié, on est travailleur, l'autre il est cassos, il n'a pas trouvé de chômage. Enfin, il n'a pas trouvé de travail. Oui, parce qu'on travaille pour avoir le chômage. C'est con, je l'avais pas dit dans le premier spectacle. On ne le dit pas. Et je viens de dire des choses que j'ai jamais dit. Et donc, moi j'ai appris ça auprès de mon père. De mon père. Mais avant ça, j'aimerais me situer par rapport à vous. Ma situation est assez particulière. Je suis un maquisard du Pôle emploi. Je suis un caméléon de l'identité. Je suis tout ce que vous voulez. Et pour moi-même, je ne suis rien. Tout ce que l'institution veut, je dis ok, vas-y. Tant que tu me donnes ça, vas-y. Et je joue ce jeu, je joue ce rôle à merveille. Aujourd'hui, par exemple, je suis indépendant, prête-plume, et j'aide des élus et des dirigeants à écrire et dire leurs discours. Je ne suis pas forcément d'accord avec eux, je ne suis pas forcément d'accord avec les rapports de force et les oppressions qu'ils animent, qu'ils soient à la place de Matador ou qu'ils soient à la place de Picador, rarement à la place du taureau, que je suis. Je suis né le 29 avril, si vous voulez me donner des cadeaux. Je suis taureau. Mes relations sont d'ordre, je suis avec les plus pauvres, avec les plus riches aussi. J'en ai raconté pas mal des anecdotes ici. Je vous les raconterai pas toutes ce soir. Mais cependant, j'ai appris le capitalisme auprès de mon père. Il y a une étude qui dit, une étude gouvernementale qui dit qu'on travaille 70 000 heures dans une vie d'humain sur 600 000. Et je ne suis pas d'accord avec cette statistique. Même si elle est calculée sur 35 heures, on a très bien vu avec Adrien tout à l'heure que dès 15 ans, on peut faire beaucoup plus que 35 heures dans les 70 heures pendant 3 mois jusqu'à en crever. Eh bien, c'est combien de temps est-ce qu'on passe à penser à l'argent? Et moi, j'ai vécu toute mon enfance à penser à l'argent aux côtés de mon père. Un jour, il allait à la banque, il roulait à toute blinde. J'étais à côté de lui et derrière la voiture, il y avait une liasse de billets qui correspondait à un mois de salaire des 8-9 salariés qu'il avait dans sa boîte à l'époque. D'habitude, mon père rentre dans une banque. D'abord, va rencontrer la personne qu'il connaît pour faire quelque chose que d'autres n'auraient pas fait sans un petit soutien. Et moi, j'étais dans la voiture quand tout à coup un homme rentre. Il part avec la voiture, il part avec l'argent, il part avec l'enfant. Quand tout à coup, je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites? Il se retourne, mais qu'est-ce que toi tu fais là? Je dis, moi je suis le principal, l'argent est le secondaire. Mais je sais pas pourquoi je le suis tout le temps pour l'argent. Et comme je suivais déjà mon père dans ses négociations, j'avais appris que les gens pensent à l'argent. Et je négociais avec l'homme. Et je lui ai dit, tu vas gagner quoi? Peut-être 2 mois de salaire, mal payé en plus. Je connais chacun de ces salariés, c'est des pauvres gens. Et tu pourrais gagner bien plus. Ah bon? Entre guillemets, je le connaissais. Hein. C'est quelqu'un qui venait déjà et qui avait vécu une sorte de frustration du fait d'une somme d'argent que mon père ne lui avait pas donnée, pour ne pas dire voler. On ne peut pas dire que le dominant vole, mais on dit souvent que le dominé vole. Qu'allait faire mon père avec cet argent? Il le met en bourse, il le fait fructifier, et puis à la fin du mois, il le donne aux salariés, parfois avec 15 jours de retard.
Et 15 jours, ça vaut beaucoup quand il y a 10% d'inflation. Et je lui dis, bah oui, mon père, il possède ça, il a ça, il a ça, il a ça. Comment il a fait, selon toi? Il a travaillé. Il a fait travailler l'argent, il a fait travailler les gens, et il a eu cet argent. Toi aussi, tu peux faire partie des premiers. Il a rendu l'argent, accessoirement, il m'a rendu. Et je suis devenu capitaliste, mais pas pour la raison de gagner de l'argent, pour la raison de faire venir mon père en France, parce qu'on a migré en 1989. Mon père me manquait beaucoup, je le voyais qu'une fois par an, 2 mois, à raison de 2 mois à peu près. Et la condition qu'il avait installée dans ma tête comme une suggestion, comme un mantra, c'était « bâtis-moi un business, à ce moment-là je viendrai ». Depuis l'âge de 4 ans, j'ai l'argent dans ma tête. Mon père a quelque chose de particulier, c'est qu'il aime beaucoup la poésie. Il aime surtout Rumi. Et je vais vous lire un poème de Rumi de ma culture. Et ce poème, bon bref, je l'avais noté, je l'ai perdu. Mais il dit en gros, écoute la complainte du roseau. Depuis qu'on m'a coupé de la roselière, hommes et femmes ont gémi sur mon air. Écoute mon fils, que feras-tu de l'or et de l'argent? C'est Rumi qui dit ça. Mon père connaît Rumi par cœur. Et je me suis questionné toute ma vie, pourquoi est-ce qu'il n'en a pas pratiqué le sens? Eh bien, il y a plein de raisons à ça, que j'aimerais vous raconter, dans diverses histoires, dans d'autres conférences gesticulées que j'aimerais faire avec vous. Et j'aimerais vous proposer un autre mantra. J'aurais aimé vous parler de ma mère, parce que si vous avez remarqué, je ne l'ai pas citée du tout depuis le début. C'était la particularité avec mon épouse qui ne m'a jamais parlé de sa mère jusqu'à ce que je la rencontre. On parlait toujours de nos pères. Et ma mère m'a dit un jour, le grand regret que j'ai dans ma vie, c'est d'être née femme. Et elle avait vécu de grandes souffrances. Elle faisait partie de la jeunesse communiste, elle formait les femmes au combat. Et pour atteindre aussi, par l'intelligence, les études et le succès social et professionnel les plus hautes couches de la société, afin de protéger les autres. C'était d'une grande difficulté. Et pour ça, on a besoin d'alliés. Et moi, j'ai besoin d'alliés. Je pense que vous aussi. Alors, j'aimerais bien vous dire que tant que j'aurai de souffle dans ma poitrine, je continuerai à me battre. De la même façon qu'un taureau va dans une arène se débattre. Et la mort m'a fait peur ces derniers temps. L'oppression m'a fait peur. Mais quand je suis à vos côtés, je me sens capable de tout. J'aimerais vous lire une lettre. Celle d'un homme que j'ai découvert dans les métros de Paris, alors que j'allais de la place des Invalides jusqu'à la station Guy Môquet. Et il écrivait cette lettre à sa famille. Et imaginez-vous en train de dire ce mantra à chacun d'entre vous, en posant votre main sur son épaule, juste avec le regard, sans le dire. Regardez-le dans les yeux. Et pensez dans votre cœur, j'ai besoin d'alliés. Je suis ton allié. Je sais que tu es mon allié. Dites-le dans votre tête, regardez-vous dans les yeux pendant que je lis ce texte. Je suis ton allié. Ma petite maman chérie. Mon tout petit frère adoré. Mon petit papa aimé, je vais mourir. Ce que je vous demande, toi en particulier, ma petite maman, c'est d'être courageux. Je le suis, je veux l'être, autant que ceux qui sont passés avant moi. Certes, j'aurais voulu vivre, mais ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est que ma mort serve à quelque chose. Je n'ai pas eu le temps d'embrasser Jean. J'ai embrassé mes 2 frères, Roger et Rino. Quant au véritable, je ne peux le faire, hélas. J'espère que toutes mes affaires te seront envoyées. Elles pourront servir à Serge, qui, je l'escompte, sera fier de les porter un jour.
À toi, petit papa, si je t'ai fait ainsi qu'à ma petite maman, bien de peine, je te salue une dernière fois. Sache que j'ai fait de mon mieux pour suivre la voie que tu m'as tracée. Un dernier adieu à tous mes amis, à mon frère que j'aime beaucoup, qu'il étudie bien pour être plus tard un homme. 17 ans et demi, ma vie a été courte. Je n'ai aucun regret, si ce n'est de vous quitter tous. Je vais mourir avec Tintin, Michel, maman. Ce que je te demande, c'est ce que je veux que tu me promettes, c'est d'être courageuse et de surmonter ta peine. Je ne peux pas en mettre davantage. Je vous quitte tous, toutes. Toi, maman, Serge, papa, je vous embrasse de tout mon cœur. D'enfant courage, votre guide, qui vous aime. Vous pouvez vous dire maintenant les uns aux autres, j'ai besoin d'alliés. Tu es mon allié. Je suis ton allié.